tous, c'est bienvenue sur Osmosis. Et aujourd'hui, on va faire un voyage un peu bizarre. Les fantômes et les enfers font partie des éléments mythologiques universels. On les retrouve dans quasiment toutes les cultures humaines. Si l'Occident dessine ses fantômes en linceul blanc traînant une lourde chaîne, il en est bien autrement de l'autre côté de la planète. Il se trouve par un heureux hasard qu'en ce moment, le musée du Quai Branly plonge dans ses effrayantes mythologies au travers de l'exposition Enfer et fantômes d'Asie. Mais l'exposition ne s'arrête pas simplement aux anciennes légendes, puisqu'elle présente également leur réappropriation par le cinéma et le jeu vidéo. Mais avant de commencer, on va devoir vous briefer sur une mythologie bouddhiste et pré-bouddhiste. Et ça va être un peu tricky car c'est pas vraiment notre sujet d'expertise. Oh. Mais vous êtes Guillaume de Muséonautes? Oui, mais elle est où Chloé? Je suis dans une réalité du monde qui vous est pour l'instant inaccessible, pauvre chère suintante. Mais y a un truc là, je sais pas. Et tu pourrais nous briefer sur les mythologies bouddhistes? Ah bah bien sûr, suivez-moi. Mais attendez, mais... Comme toute religion qui se respecte, la cosmologie bouddhiste ne contient pas qu'un seul monde. C'est même peut-être, conceptuellement parlant, une des plus compliquées, et non, c'est pas parce que les Scandinaves ont des mondes sur un arbre que c'est moins cool qu'eux. Non monsieur. D'autant plus que les bouddhistes présentent ces mondes non pas comme d'autres endroits, mais plutôt comme d'autres états d'existence. Oui, carrément. C'est dans la notion de samsara qu'on trouve ces différents mondes. Et le samsara bouddhiste, pour faire simple, est le cycle de réincarnation des êtres jusqu'à l'illumination, vous savez, le nirvana. Le tout régi par le karma. Le but de tout homme serait de s'échapper du samsara, car il n'est fait que de souffrance, d'attachement et d'ignorance. Ouais, c'est pas la belle vie, quoi. Dans le bouddhisme Vajrayana, une forme de bouddhisme ésotérique népalais qui est très fun, le samsara est divisé en 3 mondes appelés loka. Le premier est le rupa loka, le monde de la forme qui correspond à un niveau d'émancipation du désir terrestre tout en restant en prise avec des choses plus concrètes. Le suivant, la rupa loka, est le monde de l'immatériel, le plus proche du nirvana. Mais celui qui nous intéresse ici, c'est le kama loka, autrement dit le monde du désir, où l'âme est régie par différents défauts selon sa renaissance. Car oui, ça ne termine pas là. Le Kamaloka est lui-même divisé en 6 mondes où l'âme doit progresser pour arriver au Rupaloka. Et là où c'est évidemment n'importe quoi, c'est le tout premier monde, le monde des enfers dominé par la haine et la violence. Où parfois les tortures sont vraiment bien glauques. Mais l'endroit où les tortures dépassent vraiment les bornes, c'est en Chine, avec le Diyo, ou Jigoku en japonais. Cet enfer, pétri par les traditions bouddhistes, saupoudré de croyances taoïstes et mixé avec la religion populaire, voit la punition de tout ce qu'il mérite. Tout le monde, ça va des corrompus aux escrocs, des menteurs aux psychopathes. Ou tout simplement des enfants qui maltraitent leurs parents. Eux, ils finissent gelés. Tranquille. Oui. Les fautifs sont donc jugés par 10 juges selon le méfait et sont ensuite envoyés dans une chambre de torture. Il y a au total 18 chambres avec chacune une torture précise selon la faute, puis ils renaissent sans se souvenir de leur passage. Pourtant se faire bouffer par des larves, ça doit marquer quand même. Néanmoins, au Japon, même si on trouve une adaptation de ces enfers avec le Jigoku, le bouddhisme zen est issu du Vajrayana, qui est une forme de bouddhisme s'appuyant surtout sur la méditation. Mais ce qui est vraiment super sympa au Japon, c'est son folklore. Même s'il est fortement influencé par la présence du shintoïsme et du bouddhisme, les légendes et créatures japonaises sont uniques en leur genre. Et pour les besoins de cette vidéo, arrêtons-nous sur les yokai et les yurei. Les premiers, dérivés du chinois yaogai, qui veut littéralement dire monstre bizarre, sont en effet des monstres bizarres. S'ils ne sont pas intrinsèquement maléfiques, ils sont quand même bien chelous et aiment surtout jouer des tours. Parfois, ils portent même chance. Mais yokai, c'est un terme générique qui désigne plusieurs types de monstres, des animaux magiques comme les kitsune ou tanuki, jusqu'aux tsukumogami, des objets qui prennent vie, en passant par les oni et les tengu qui sont à la base des gros démons pas bons. Enfin, on trouve notamment des humains qui ont changé de forme et ça peut vraiment donner n'importe quoi. Quant aux yurei, ce sont simplement des fantômes bloqués sur terre à cause de regrets ou de colère. Et les yurei sont facilement reconnaissables à leurs cheveux noirs, habits blancs et absence de mains et de jambes. Néanmoins, comme les yokai, on trouve plusieurs types de yurei, notamment selon la cause de leur mort ou la raison qui les bloque sur terre. Les yokai et les yurei font partie intégrante de la culture japonaise, avec des mentions dès l'Antiquité et une quasi-omniprésence depuis l'époque d'Edo, vers le 19e siècle. On en trouve absolument partout, que ce soit dans les estampes d'Okuzai, les pièces de théâtre, les mangas ou bien les jeux vidéo. Jeux vidéo qui nous transporte immédiatement au cœur du XXe siècle. L'un des premiers personnages iconiques du jeu vidéo est d'ailleurs japonais et combat des fantômes. Toru Iwatani commence à incorporer des éléments de la culture japonaise au travers de Pac-Man, notamment avec son nom qui vient de Paku Paku Taberu, signifiant scronche manger. Mais même si on pourrait être tenté de faire le rapprochement entre les fantômes et certaines représentations de yokai comme Umibozu par exemple, officiellement non, il n'en est rien. En termes de design général, le but de l'équipe était simplement de faire du mignon et du coloré
ignoré. Petit à petit, il y a bien eu quelques jeux représentant les enfers et les esprits asiatiques. Toutefois, il s'agit généralement de jeux prévus pour le public japonais ou asiatique en poussant un peu le marketing. C'est par exemple le cas de Kiki Kai Kai, shoot 'em up sorti exclusivement en salle d'arcade japonaise en 1986. Les joueurs incarnaient une jeune prêtresse Shinto chargée par les 7 divinités du bonheur de purifier les niveaux de leurs fantômes à l'aide de ses talismans, tout en esquivant la myriade de yokai malicieux qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues. 10 ans plus tard, on retrouve un jeu exclusivement japonais mettant en scène une prêtresse bouddhiste devant à nouveau se défendre contre les démons. Il s'agit du premier Touhou Project, Touhou Rei Iden, qui se déroule cette fois non pas dans notre monde, mais au choix dans le Makai, le monde des esprits, ou dans le Jigoku. Les deux y sont représentés de manière assez stylisée. Dans les premiers niveaux, on retrouve un univers à l'architecture classique, mais coloré de teintes violettes, comme si on était sur un autre pan de réalité. D'ailleurs, on perçoit une impression du personnage principal qui a l'air transcendé. Au fil des niveaux, le personnage principal disparaît des décors qui deviennent de plus en plus abstraits. Au fin fond du Jigoku, dans le temple du silence, la prêtresse rencontrera Kongara, dernier boss inspiré de la divinité Akala, fière incarnation du feu et de la colère dans le Vajrayana. L'une des grandes différences de la culture asiatique et bouddhiste par rapport à la culture judéo-chrétienne, c'est cette idée que les esprits vivent avec nous dans un pan de réalité qui n'est pas perceptible à tout le monde. Une autre différence, c'est que l'exorcisme de ces esprits peut être réalisé par plus de monde, et surtout avec de nombreux accessoires, ce qui facilite le rendu visuel. Franchement, balancer des talismans qui prennent feu sur les yokai, c'est quand même vachement plus classe que Prio réciter la Bible en tripotant un chapelet, hein. Des os pas des os. C'est plus classe et surtout ça s'allie très bien avec des mécaniques de gameplay basiques, les talismans étant vos munitions, les esprits vos ennemis. Moins de violence car on ne s'attaque pas à des humains pour autant de fun, avec en prime la redécouverte d'un patrimoine culturel commun à toute cette région du monde. Bref, c'est cool et ça marche en Asie. Car il faudra attendre la sortie cinéma de The Ring pour que ces jeux se fassent connaître mondialement. The Ring et les Survival Horror. Le terme Survival Horror est apparu en 1996, lors de la sortie de Resident Evil, un jeu japonais mettant en scène des zombies. On considère que le jeu comme le genre s'inspire de Sweet Home et Alone in the Dark, en prenant quelques principes fondateurs. Là, où les personnages sont isolés et fragiles, les moyens de se défendre et les soins sont limités, les codes du cinéma d'horreur sont respectés, et notamment les découpages et les cadrages qui limitent le champ de vision et saccadent l'action. Si l'immense succès des deux premiers Resident Evil marqueront l'entrée dans l'âge d'or des Survival Horror, ces derniers ont été pensés pour une distribution mondiale et ont donc adopté une représentation très occidentale des monstres et de l'occulte, avec des morts vivants et des expériences biologiques ratées et ce petit côté série B kitschounours qu'on aime tant. Même Silent Hill, qui incorpore un peu plus de mystique et de psychologique dans la formule, s'inscrit dans un contexte fortement occidental. Il faudra ainsi attendre 1998 pour que le Japon décide de mettre un peu plus de son occulture dans les jeux, encouragé alors par une petite nouvelle qui compte bien faire de nouveau trembler les chaumières. En reprenant les codes des pièces horrifiques des ères Edo et Meiji remises au goût du jour, The Ring connaîtra un succès très important et s'exportera mondialement, faisant naître ce qu'on appelle communément la J-Horror. À partir de là, l'Asie réalise la portée horrifique de ces représentations mythologiques. Et leur potentiel en tant que produit exportable. Ainsi, les fantômes vont réussir à s'infiltrer dans les pellicules des films et les codes des jeux. C'est Fate of Frame le premier qui mettra en scène les Yurei en 2001. Plusieurs références à différentes légendes y sont distillées, faisant découvrir au monde un bestiaire varié d'esprits. Mais ce qui marquera encore plus les joueurs et joueuses de l'époque, c'est son gameplay. On n'est plus un prêtre shinto qui lance des talismans ou un agent spécial qui tire sur tout ce qui bouge, même les corbeaux, mais un simple enfant capable de voir les fantômes, avec pour seule arme un appareil photo. Enfin bon, pas n'importe quel appareil photo, hein, c'est quand même la Camera Obscura qui a été trafiquée pour exorciser les esprits. Et c'est un fait intéressant à souligner, que ce soit par le cinéma ou le jeu vidéo, le message est le même. Il ne faut pas se croire à l'abri des esprits parce qu'on vit dans un monde plus technologique. De la même manière que Sadako a su dompter les VHS, les esprits savent s'adapter et même utiliser ces innovations pour mieux infiltrer le monde des humains. Ces derniers doivent donc se réapproprier leurs mythes et leurs légendes, ainsi que le savoir-faire ancestral pour y faire face, en utilisant pourquoi pas ces nouveaux outils modernes. En bref, le Japon se remet à exploiter sa mythologie, utilisant le jeu vidéo comme un lien entre tradition et modernité. Et rapidement, d'autres pays vont suivre le pas. Parmi les premiers, on citera les Coréens du studio Sonori, avec leur titre White Day, dont le succès n'a malheureusement pas dépassé le mont Oural. Plus généralement, les enfers passeront au second plan et seront beaucoup moins représentés que les esprits. Mais on retrouve dans certains jeux des niveaux clairement inspirés du Yomi no Kuni japonais. C'est par exemple le cas de Kuon, qui contient un passage souterrain infesté de putréfaction et d'impuretés sans aucune lumière naturelle. A noter que dans ce jeu, la sauvegarde
sauvegarde est symbolisée par une purification du personnage qui dépose un petit bateau en origami dans l'eau. En temps normal, le navire poursuit sa route en dehors du jeu, réalisant sûrement sa mission d'offrande divine. Mais dans le monde souterrain, ces derniers s'entassent les uns sur les autres et restent coincés dans l'ombre et la décomposition pour toujours. Comme pour le cinéma, ce sont également les représentations spectrales japonaises qui prennent un maximum de visibilité dans les jeux vidéo. Mais les autres pays asiatiques commencent également à utiliser leur légende, notamment grâce à l'émergence des jeux vidéo indépendants. En effet, à partir de 2008, la donne a complètement changé grâce à l'émergence de la scène indépendante et la démocratisation des smartphones. Pour pouvoir créer un jeu vidéo, il n'est donc plus nécessaire d'être un gros studio avec un éditeur devant rendre des comptes à des services financiers. Plusieurs studios tels que le malaisien Space Pup, l'indonésien Digital Happiness ou le coréen Yggdrasil mettront fièrement en scène leur propre culture dans des survival faits maison. Ainsi, dans Dread Out, vous pourrez croiser des bébés morts possédés appelés Toyol, et dans Home Sweet Home, ce sera un magnifique et gigantesque fiprette qui sera prêt à vous accueillir les bras grands ouverts, si vous lui donnez à manger. Ah bah oui, c'est la tradition. Mais si ces derniers nous font découvrir la culture de leur pays, ils n'oublient pas pour autant qu'un jeu repose sur des mécaniques et s'amusent également à casser les codes du médium, voire à utiliser des technologies récentes comme la VR. Pour eux, la culture n'est assimilée que si le joueur prend totalement part au jeu. Ainsi, le taïwanais Red Candle Games attire ses joueurs et joueuses en promettant un point and click d'horreur mettant en scène les esprits du pays. Detention dénonce une période tragique de l'histoire du pays. Les fantômes mythiques rencontrés au début ne seront au final que les miroirs des morts de la période blanche de Taïwan. Dans ces titres, vous croiserez à nouveau plein d'esprits de créatures, mais cette fois typiques de leur pays d'origine. On retrouvera à nouveau l'usage de la photographie comme capture des âmes, mais également, dans le cas de Detention, le concept de monde des esprits dont le purgatoire catholique serait un équivalent. En parallèle, les gros studios se font bizarrement moins friands de fantômes asiatiques ces dernières années. Une des rares exceptions confirmant la règle étant Sleeping Dogs, qui a mis en scène des Jiangshi, des moines vampires chinois qui sautent comme des cabris, ouais c'est une vraie figure mythologique, et uniquement à travers un de ses DLC. Dans tous les cas, on peut dire que la J-Horror a lancé la dynamique de mise en scène des mythologies ancestrales, à l'instar du théâtre populaire qui a fait connaître les Yulei en son temps. D'une manière générale, le jeu vidéo fonctionne très bien avec les représentations infernales et surtout les fantômes. La mort y est un élément omniprésent et pourtant peu punitif, ce qui permet de l'évoquer sans pour autant briser la narration. En développant l'industrie du jeu vidéo, le Japon s'est approprié cette nouvelle forme d'expression et y a rapidement transposé ses références culturelles, au point de devenir le maître des jeux d'horreur des années 90. Aujourd'hui, c'est l'Asie tout entière ou presque qui brandit fièrement son patrimoine culturel au travers du médium, notamment grâce à l'essor du jeu vidéo indépendant. Et après tout, incarner un personnage, c'est un peu comme le posséder. On hante un personnage dont on prend le contrôle, on peut potentiellement le tuer, et on recommence à l'infini. C'est un peu comme une mise en abîme, tu vois, entre le joueur et son jeu. Ouais, je suis le Dark Souls des analystes et tout. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir suivie. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager pour qu'elle ait un maximum de visibilité. On aimerait d'ailleurs remercier encore une fois nos tipeurs qui nous permettent de faire vivre la chaîne. Mais surtout, abonnez-vous à Muséonautes. Mais enfin, surtout abonnez-vous à Osmosis. Et encore mieux, allez voir cette expo, il ne vous reste qu'un petit mois pour la faire. Nous, on se retrouve en juillet pour le prochain récap. Allez, Salut. ciao.